la Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle de conférences consacré à la fantaisie, William Blanc revient sur l'histoire de la fantaisie au cinéma. Bonsoir, je m'appelle William Blanc, je suis historien, je travaille principalement sur le médiévalisme, c'est-à-dire en fait la perception contemporaine du Moyen-Âge, et donc petit à petit ça m'a amené à m'intéresser à la fantaisie et j'ai participé donc à l'exposition virtuelle dirigée par Anne Besson, et aussi au dictionnaire de la fantaisie dirigé par Anne Besson, dictionnaire pour lequel Anne m'avait demandé de rédiger la notice en fait sur le cinéma. Alors vous savez, quand on est universitaire, on est un peu, enfin moi en tout cas, voilà, enfin moi je suis un peu un feignant en fait, donc je me suis dit je vais choper la synthèse en anglo-saxon sur le sujet. Et puis je vais faire une synthèse de la synthèse, quoi. Voilà, comme ça je ne vais pas m'emmerder, et puis youpi. Bon, sauf que le manque de peau, il n'y avait pas de synthèse sur le sujet, quoi. Donc j'ai été bien ennuyé. Et donc bien ennuyé, mais en même temps c'était une super découverte, parce que moi j'étais quand même un gros consommateur de fantaisie, notamment au cinéma ou à la télé. Et mais en même temps je ne savais pas à quel point c'était un continent absolument immense en fait. Et c'est ce continent-là que je vais essayer de vous faire découvrir ce soir, parce qu'en effet voilà, c'est proprement immense. Donc vous pouvez faire du bruit, c'est pas grave, descendez, voilà, comme ça je vous mets un peu la honte devant tout le monde, c'est bien. Alors très rapidement, je vais faire une introduction sur le cinéma de fantaisie. Alors je vais pas faire une définition de la fantaisie parce qu'on en a pour 50 ans, mais je reprends un peu celle d'Anne, celle qu'a faite Anne Besson lors de la première conférence du cycle, en disant voilà, la fantaisie c'est des mondes où la magie existe et la magie est perçue comme normale en fait, voilà, donc comme étant faisant partie du quotidien, ou en tout cas voilà, c'est pas quelque chose de choquant, et généralement les univers de fantaisie se déroulent dans des univers non modernes, des univers médiévalisés ou faisant appel en fait à des références pré-industrielles. Ça pour moi c'est central. Et le cinéma de fantaisie, si on regarde bien, alors le cinéma de fantaisie est aussi vieux que le cinéma lui-même. En fait, l'un des premiers films de proto-fantasy ou limite de fantasy, on pourrait dire, c'est Méliès, 1899. Il fait une adaptation de Cendrillon au cinéma dans un format court évidemment. Et puis vous allez avoir la même année, il va adapter le roman Chi en fait de Rigueur d'Agarde en fait, qui est une espèce de mélange de fantaisie, d'imaginaire et d'histoire, et il l'adapte en fait sous le titre La Colonne de Feu. Donc vous avez déjà de la fantaisie très rapidement dans le cinéma. Bon, néanmoins en termes historiques, il y a quand même des grandes évolutions. On peut dire en fin de compte que depuis à partir des années 60-70, surtout 70-80 en fait, le cinéma de fantaisie explose. Parce que la fantaisie, ça c'est pareil, je vous renvoie au site, on en parle pas mal dessus, devient un élément important de la contre-culture, notamment aux États-Unis, parce que c'est en parallèle avec la critique du monde industriel, le développement de la pensée écolo, etc. Et donc le cinéma de fantaisie explose, ce qui fait que les réalisateurs de cette génération vont se mettre à faire de la fantaisie, notamment à partir des années 80, et puis évidemment, vous avez l'explosion, pour le coup massive, à partir du début des années 2000. Alors là, pour le coup, moi je suis de la génération, je suis né en 76, donc je suis plus de la première fraîcheur non plus. Mais le truc, c'est que ce qui est assez marrant, c'est que vraiment, ma génération, on voyait des films de fantasy qui étaient plutôt considérés comme de la série B, quoi. Et puis, on a vu la différence très nette avec, en 2000, quand est sorti le début d'Harry Potter, et puis la première trilogie de Peter Jackson, où là, pour le coup, la fantasy est devenue un immense phénomène. Peter Jackson a eu des Oscars pour son film, et aussi, il a rapporté, sa trilogie a rapporté plus de 4 milliards, je crois, en fait, donc c'est absolument énorme. Et puis concrètement, si on regarde un petit peu, entre 2001 et 2017, vous avez, alors j'ai les chiffres juste là, parce que je confonds, je dis toujours si c'est 10 ou 11, en fait, vous avez 11 fois, en fait, entre 2001 et 2017, le film enregistrant le plus d'entrées au niveau mondial est un film de fantasy. En fait, voilà. Donc c'est quand même c'est fait que la fantaisie au cinéma est devenue un genre dominant, et c'est aussi un genre dominant maintenant à la télévision. Il suffit de voir l'immense succès de la série Game of Thrones, qui a été la série, paraît-il, la plus téléchargée au monde. Je ne sais jamais comment ils arrivent à ça. Enfin voilà, je sais pas. Donc je fais que répéter la propagande d'HBO. Voilà. Alors néanmoins.
Cet état de fait ne doit pas nous faire oublier que la fantasy, je vous l'ai dit, est un genre ancien. Et surtout que la fantasy est un genre ancien et mondial. Et non seulement ancien et mondial, mais en plus que les films de fantasy à gros budget, eh bien, il y en a depuis longtemps. Alors, on va passer un extrait d'un film que vous connaissez sans doute, un tout petit extrait pour vous montrer un peu le budget qui est mis en fait dans les Nibelungen de Fritz Lang, 1924. Alors, si Laurent, oui, allô, l'extrait numéro 1, merci beaucoup. Alors. Là, vous avez un dragon qui est animé en fait, qui est animé par plusieurs ouvriers. Voilà, ça. Alors évidemment, ça fait un peu cheap aujourd'hui. Voilà, donc. Mais c'est à l'époque une véritable prouesse technique. Et surtout, les Fritz Lang, les Nibelungen, c'est un film qui est en 2 parties. C'est un film très long, donc c'est quasiment l'équivalent en termes de budget et même de portée mondiale, c'est l'équivalent de la trilogie. Merci beaucoup. La trilogie de Peter Jackson. C'est pareil en 1924. Vous avez un autre film de fantasy qui est un carton mondial. Donc c'est le voleur de Bagdad de Raoul Walsh avec Douglas Fairbanks, qui est une super méga star de l'époque, qui quelques années après va aussi faire un Robin des Bois. Donc là pour le coup, le cinéma de fantasy est voilà dès cette époque-là un phénomène reconnu, même si évidemment on ne parle pas de cinéma de fantasy. L'idée d'un genre particulier qui sera appelé fantasy n'existe pas encore à l'époque. Et très nettement, on dit que ce sont des films qui sont inspirés tout bêtement de vieilles légendes. Alors, pareillement, là pour l'instant, je parle beaucoup du cinéma anglo-saxon. Ce qu'il faut savoir, c'est que du cinéma de fantasy, quand on creuse un petit peu, il y en a dans quasiment tous les cinémas mondiaux en fait. Par exemple, en Italie, vous avez par exemple très grosse production, donc Ercole et la Regina di Lydia, voilà, donc Hercule et la reine de Lydie, donc Steve Reeves, très grande star du culturisme, un des premiers grands acteurs culturistes qui va après inspirer Schwarzenegger. Et là, c'est les travaux d'Hercule en fait, donc enfin c'est Hercule qui est le travaux d'Hercule, c'était juste avant dans le film d'avant en fait, et c'est encore une fois un film extrêmement populaire et avec des effets spéciaux et tout. En Chine, c'est pareil, il y a énormément de cinéma de fantasy et c'est assez ancien. Je donne un exemple parmi beaucoup d'autres, mais un film qui a pas mal marqué. Zhu, les guerriers de la montagne magique, 83, Tsui Hark, donc pareil, un cinéaste très reconnu, qui va lancer à Hong Kong une mode de films de fantasy. Et puis aujourd'hui, vous avez des franchises chinoises de films de fantasy, notamment, il y a eu plusieurs épisodes avec Sun Wukong, donc le singe dans un conte merveilleux qui va aussi inspirer Dragon Ball en fait. Donc voilà. Donc déjà en Chine aussi, pareil, énormément de cinéma de fantasy. Le Japon, j'en parle même pas parce que Miyazaki, quoi. Voilà, merci beaucoup, voilà. Et puis c'est même plus ancien que ça parce que ça commence même dans les années 60. Surtout que les Japonais, aussi s'inspirent aussi des contes chinois. Plus surprenant, mais pour le coup un cinéma de fantasy méconnu. Archi méconnu, mais avec des films à gros budget, le cinéma de fantasy soviétique. Parce qu'il y en a, voilà. Donc, je regarde mes notes parce que je me gourre toujours dans le titre. Ilya Muromets, en fait, alors c'est un film de fantasy qui s'inspire encore une fois de contes traditionnels russes. Il va être adapté après, il va arriver en Occident parce qu'à l'époque les films même soviétiques sont diffusés aussi à l'Ouest. Vous allez avoir Roger Corman qui est un des grands papes du cinéma Z qui va le diffuser aux États-Unis sous le titre The Sword and the Dragon. Voilà. Donc, mais vous laissez pas. Voilà, évidemment, c'est là où on a un peu une affiche un peu kitschose, quoi, en fait, mais quand même, c'est un film avec beaucoup de budget. Et c'est pareil, alors là, on va passer un second extrait, mais pas tout de suite, juste pour vous dire qu'il y a aussi un autre cinéma auquel on ne pense pas beaucoup, mais qui a aussi une grande tradition de films de fantasy, c'est le cinéma indien. Parce que l'Inde, dès 1913, vous avez des adaptations du Mahabharata, donc ce grand poème épique très important dans l'Inde, en fait. Et là, vous allez avoir même depuis environ une dizaine d'années, mais peut-être aujourd'hui, ça s'est accéléré depuis 5 ans, vous avez de très grosses franchises de fantasy qui existent en Inde, notamment Bahubali, en fait, qui est vaguement inspiré du Mahabharata. Bahubali, en fait, notamment le 2e épisode, a rapporté $200 millions, en fait.
et ça a amené aussi la création d'une série télévisée. Donc c'est absolument énorme. Et pour vous montrer un peu l'investissement en termes même d'effets spéciaux, on va vous passer un extrait. Alors c'est marrant, le cinéma indien, vous allez voir, c'est toujours du too much en fait. Voilà. Donc imaginez Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson en plus kitsch, en 10 fois too much. Eh ben, on va voir ce que ça donne. Legolas va pouvoir aller se rhabiller velu. On passe l'épisode numéro, voilà, le 2 s'il te plaît. Merci. Ils vont cueillir des noix de coco. Voilà. Ta. Mais que font-ils ? C'est que le début, hein, c'est... Super héros landing, voilà. Ça doit faire mal. Ça. Je vous dis que c'était que le début, hein, c'est... Il y en a qui ont trop vu Captain America, genre ouais. Ouais, vous êtes déçus. Ah ouais, là, on serait bien assis pour regarder. Alors c'est le début de la bagarre du deuxième, hein, qui dure une bonne heure, voilà, et des brouettes, hein, donc avec évidemment en plus de la musique, voilà. Donc c'est assez étonnant, mais encore une fois, vous avez en effet là pour le coup un cinéma de fantasy qui est vivant et très très populaire en Inde. Et ce film, hein, est vaguement inspiré quand même de de loin du Mahabharata, quoi. Bon, vous voyez, en fait, là, je vous ai donné quelques exemples, hein, pour montrer qu'encore une fois, en termes de cinéma de fantasy, vous en avez, enfin, c'est un sujet qui est absolument énorme. Donc, je m'apprêtais à faire 6 heures de conférence, mais bon, pour faire le tour, mais on va peut-être pas faire ça. Donc, en fait, je vais essayer de me concentrer sur essayer de vous montrer comment peut se construire un film de fantasy, les influences que peuvent avoir des cinéastes quand ils veulent faire un film de fantasy, et aussi l'influence que va avoir, l'influence qui est énorme en fait, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire, va avoir le cinéma de fantasy sur d'autres films ou sur même carrément d'autres médias. Et pour comprendre ça, je vais vous dire une pensée extrêmement profonde. C'est extrêmement réfléchi, complexe, hein. C'est que en fait, c'est un cinéaste ou une cinéaste, c'est un cinéaste en fait. Voilà. Ce qui fait que ce sont des gens qui travaillent sur un médium qui est un médium visuel, et donc leur inspiration principale va être en fait tout bêtement des médias visuels, que ça soit des dessins, des peintures, mais aussi tout bêtement d'autres films en fait ou d'autres séries télévisées. Et donc pour comprendre le cinéma de fantasy, faut pas penser que les cinéastes, en fait, les gens qui vont faire ce film de fantasy sont forcément des lecteurs en fait de fantasy. Je pense que même parfois c'est un peu l'inverse, hein. Donc il suffit de voir par exemple la série Game of Thrones, hein. Je sais que là on pourra lancer des grands débats avec les gens de la garde de nuit, hein, mais bon, bonjour. Mais en l'occurrence Game of Thrones, voilà, on a un énorme écart entre la série et les livres en fait, hein. Ce qui est aussi normal parce qu'évidemment on n'est pas dans le même média en fait, hein. Donc je vais vous montrer un petit exemple justement pour essayer d'illustrer ce propos en fait.
justement avec un film dont je vais beaucoup parler, parce que pour moi c'est un film important, c'est Conan le barbare de Milius. Milius, donc John Milius en 1982, bon, c'est un film important, Conan le barbare, parce que c'est le film qui va lancer la carrière d'Arnold Schwarzenegger. C'est réalisé par John Milius, qui est aussi quelqu'un qui est un cinéaste reconnu à l'époque, qui a fait beaucoup de films, et le scénario est écrit a été en partie écrit par Oliver Stone en fait. Donc voilà, donc on n'est pas, c'est pas des manchots qui font ça, donc très nettement. Et c'est voilà ce que dit John Milius par rapport à ses inspirations sur le film. Alors je vous mets une image que vous connaissez peut-être, c'est une image de Frank Frazetta, voilà, donc image qu'il a fait en 1966 pour la sortie l'adaptation des romans, enfin des nouvelles de Conan en poche, hein, par l'éditeur Lancer. Avant que Frazetta fasse les couvertures, les nouvelles de Conan se vendaient à quelques milliers d'exemplaires. Après Frazetta, c'est des millions. Parce que Frazetta va en fait marquer tellement graphiquement en fait de sa patte graphique le personnage de Conan, ses couvertures vont tellement frapper le public que ça va relancer le personnage. Et depuis en fait très nettement sur Conan, il y a un avant et après Frazetta, et même en fantasy, en illustration de fantasy et en fantasy tout court, il y a un avant et un après Frazetta. C'est un artiste très important. Ces peintures aujourd'hui aux États-Unis se vendent à plusieurs millions de dollars en fait. Et donc là vous avez la couverture cette illustration qui a été faite Frazetta en 66, et voilà ce que dit Milius en 82. Frank Frazetta est le grand prêtre de Conan. Nous avons été conscients pendant tout le tournage du film. Il m'a sans doute, aucun doute influencé. Ces représentations de Conan ont été plus importantes pour moi que les livres eux-mêmes. Tout est dit. Voilà. On a vraiment quelqu'un qui dit ouvertement que de toute façon, ce qui n'importe pas, ce qui n'importe plus comme cinéaste, c'est donc l'illustration plutôt que les nouvelles elles-mêmes. D'ailleurs, il suffit de voir. Hein, vous allez avoir, par exemple, là, vous avez une affiche de promo pour le film. De 82, qui reprend évidemment l'image de Frazetta, et là vous avez l'affiche, une des affiches allemandes pour le film, qui reprend très nettement en fait le graphisme de Frazetta, très portrait. Alors voilà, là vous avez un exemple encore une fois de l'inspiration graphique des cinéastes de fantasy. Maintenant, ce qui est assez amusant, c'est que la fantasy, on dit toujours, enfin notamment c'était le cas quand Game of Thrones est sorti, je me rappelle, c'était genre plein de journalistes qui pour beaucoup en fait découvraient la fantasy parce qu'ils pensaient que c'était un truc de crétins et de geeks, enfin voilà avant quoi. Donc ils disaient voilà enfin une fantasy réaliste qui parle du vrai Moyen Âge quoi. En fait bon là, évidemment quand je suis historien médiéviste j'étais là genre non voilà genre non. Est-ce que et le truc c'est que et en fait ce qui est assez amusant c'est que le truc c'est que c'est de prime abord on pourrait se dire oui en fait un Game of Thrones c'est inspiré du Moyen Âge et d'autres éléments historiques quoi. Mais là où faut comprendre ça, c'est que les gens qui vont réaliser les films de fantasy s'inspirent non pas de l'histoire mais de la représentation de l'histoire, notamment dans leur médium, notamment au cinéma. Je vais prendre comme exemple en fait, et même parfois c'est même pas la représentation de l'histoire médiévale. C'est ça qui est intéressant, c'est que généralement quand on regarde bien, le cinéma de fantasy ne s'inspire pas beaucoup en fait. Il y a d'énormes écarts entre les films en fait, les films en fait d'histoire en fait sur le Moyen Âge et les films de fantasy. Par exemple, moi je pense clairement un des genres qui inspire le plus la fantasy, c'est le western. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, déjà parce que vous avez un lien très fort entre le médiévalisme, donc le Moyen-Âge imaginaire, et le western. En fait, dès le 19e siècle, on va comparer les temps médiévaux en fait, ou les cow-boys en fait, à des nouveaux chevaliers. Là, vous avez une image qui date de la fin du 19e siècle, hein, de Frederick Remington, grand illustrateur américain, qui s'appelle The Last Cavalier, donc le dernier cavalier ou le dernier cow-boy en fait, qui montre en fait que le cow-boy en fait est en train de disparaître en fait, tout comme ont disparu avant lui les chevaliers ou même après les mousquetaires quoi. Donc il y a vraiment une espèce d'imagerie qui est très forte parce que dans l'esprit de ces gens-là, le Moyen Âge, tout comme l'Ouest, en fait, est un temps qui était foncièrement associé à la nostalgie. C'est un temps qui était idéal. C'est un temps où les hommes, au sens masculin, d'ailleurs, les hommes étaient libres, en fait, voilà, donc étaient libres de se battre, etc. Étaient libres d'affronter la nature, etc. Étaient libres dans la nature, en fait, alors que la modernité est associée, en fait, à la ville et donc à une forme d'oppression, en fait. Donc, il y a vraiment une espèce de côté, d'opposition très binaire entre d'un côté
vraiment la ville moderne, industrielle, et puis les grands espaces, soit de l'Ouest, soit les grandes forêts du Moyen-Âge, en fait. Donc, c'est ce qu'on retrouve très fortement. Enfin, là, je vais vous montrer un épisode qui est extrêmement intéressant. Je vais vous montrer un extrait justement d'un western qui est très connu, qui est un western, un des grands classiques du western, réalisé par John Ford. Donc, La prisonnière du désert de 1956, avec évidemment John Wayne dedans. On peut passer l'extrait numéro 4, s'il vous plaît. Ouais. Voilà, ça arrive. C'est la fin, je spoil la fin, je suis désolé de vous le dire. Voilà, donc, mais bon. Alors, pour raconter, en fait, c'est John Wayne, pendant tout le film, il a cherché sa nièce qui était prisonnière des Indiens. Alors, regardez bien, plan large. Au fond, Ford, il tourne un monument de vallée. Donc, c'est un parc, c'est pas un parc national, mais en tout cas, c'est un parc naturel protégé, en fait. Et donc, voilà, grands espaces. John Wayne arrive, il a récupéré sa nièce, il la ramène dans sa famille. John Wayne est un vétéran de la guerre de sécession, en fait, qui a combattu du côté des sudistes et qui ramène donc voilà. Regardez bien. Tout le monde rentre à l'intérieur, dans la chaleur de l'intérieur de la maison, sauf le cow-boy. Ride Away, qui part vers l'horizon avec le vent qui souffle. Et il va disparaître. C'est la fin de l'Ouest, en fait, qui annonce en fait un des prochains films de Ford, un très grand film aussi, L'homme qui tua Liberty Valance, avec John Wayne, encore une fois, où là le cow-boy est remplacé par l'homme de loi. Le vieux monde, en fait, est remplacé donc par le monde moderne. Ok. Bon, alors vous dites, où est le lien avec la fantasy, Bon, concrètement, voilà. Mais voilà quoi. Une des affiches du Hobbit, donc premier épisode du Hobbit, là vous avez donc Bilbo qui ouvre la porte et qui part vers l'horizon, vers les grands espaces. Sauf que là, une différence majeure. Avec Ford, on est à la fin du film. Ici, on est au début. À l'époque de Ford et à l'époque du western, le grand ailleurs, et c'est un ailleurs géographique et un ailleurs historique qui a disparu. Avec la fantasy, le grand ailleurs, la reconnexion avec la grande nature, etc. et tout, elle est permise dans un monde imaginaire, ce qui fait que ce grand ailleurs, il est potentiellement infini. Et ce qui fait que là, on est au début du film, donc c'est le début, c'est l'aventure qui est promise, en fait, la reconnexion avec le grand ailleurs qui est promis par le cinéma de fantasy. Je vais vous montrer un autre extrait pour vous prouver ça. C'est un extrait des Deux Tours de Peter Jackson. Et là, vous allez voir, il y a d'énormes références graphiques, visuelles au western. Première chose. Et deuxième chose, vous allez voir, en fait, vous allez avoir un passage où on va avoir un personnage avec des plans aériens. Tout comme dans Ford, Peter Jackson, il a tourné beaucoup de ses scènes dans des parcs nationaux, en fait. Donc là, pour le coup, il y a clairement en fait un lien très fort. Et le but, encore une fois, c'est de reconnecter un public urbain, en fait, un public majoritairement urbain, avec une nature, ou en tout cas de connecter un public majoritairement urbain avec une nature idéalisée. Donc on va passer l'extrait de le 5... ouais, non, attends, je me gourre là, c'est non, plutôt pour moi. Je sais plus, je me perds. C'est ça ? Merci. Merci. Donc lui, il s'appelle Gandalf. Même la musique, regardez bien. Musique très western, en fait. That is one of the mirrors. Unless my eyes are cheated by some spell. Derrière, la nature. Jolly Jumper.
is the lord of all horses, and has been my friend through many dangers. Maintenant, un plan fordien, voilà, complètement quoi. Là, vous avez un plan fordien en plus, un tourné, voilà. Bon, ouais, c'est un peu court malheureusement, mais et maintenant, on passe à un autre, voilà, c'est la version longue. Voilà, donc vous avez Treebeard, hein, donc Lent. Upon your head, how golden red the crown you bore aloft. Such beautifulness. Is it much further? Don't be hasty. You might call it far, perhaps. My home lies deep in the forest near the roots of the mountain. Plan aérien encore une fois. I told Gandalf I would keep you safe, and safe is where I'll keep you. I believe you will enjoy this next one too. It's one of my own compositions. That, beneath the roof of sleeping leaves and the dreams of trees fold. Plan aérien, regardez bien. Des parcs nationaux néo-zélandais. Come back to me. Voilà, reviens vers moi. Là, Peter Jackson s'adresse à nous, spectateurs. Land. Voilà, donc là on a clairement en fait encore une fois des choix graphiques, des choix esthétiques qui magnifient en fait la nature comme dans le western pour des buts dont j'ai parlé en fait très nettement, c'est donc de montrer à un public urbain une nature, un grand dehors en fait idéalisé. Alors après on peut me dire bon c'est moi qui parce que je suis fan de western j'ai vu cette connexion. Oui, sauf qu'en fait, il y a des gens qui le disent, en fait. Howard Shore, par exemple, donc, qui avait fait la musique. J'ai fait des films qui ressemblaient à des westerns sans qu'ils en aient nécessairement les attributs, comme par exemple History of Violence. Et Peter Jackson a toujours dit que Les Deux Tours était un western. Bon, voilà. Comme ça, c'est quand même extrêmement net. On a une influence très forte donc, du cinéma de western. Je pourrais prendre un autre exemple. Alors, Star Wars, par exemple. Ah bon, je vais pas lancer une polémique, mais bon, mais Star Wars, c'est de la fantaisie. Voilà, c'est Lucas qui l'a dit dès 77 dans une interview. Pour ceux qui veulent, je vous lirai l'interview après. Donc, dans une interview à Rolling Stone. Donc, voilà, c'est de la fantaisie de A jusqu'à Z. Les vaisseaux sont juste là en décor. Il y a évidemment plein d'allusions au western et puis plein d'allusions évidemment à la fantaisie. Et dans la première trilogie, enfin la vraie trilogie, d'accord, de Star Wars, pas la. Pas celle avec Jar Jar Binks, c'est pas la dernière. Et ben là, pour le coup, on a encore une fois cette espèce de nature qui est magnifiée. Donc, dans le Retour de Jedi, la dernière bataille est filmée dans un parc national au nord de la Californie où il y a des séquoias géants. En fait, c'est là où sont censés habiter. C'est la planète, enfin c'est la lune forestière d'Endor où sont censés habiter les Ewoks. Donc, encore une fois, il y a très nettement une influence très nette du western. C'est pareil, on pourrait parler de Game of Thrones. Game of Thrones. Alors, je vais spoiler la fin de Game of Thrones. Ça va? Bouchez-vous les oreilles, alors dans ce cas-là, voilà. Bon, en tout cas, une des fins de Game of Thrones, vous allez avoir Jon Snow en fait, qui à la fin repasse de l'autre côté du mur, qui a une scène miroir avec la première scène du premier épisode de la série, et pour le coup, Jon Snow, c'est en fait cette scène-là, moi, elle me fait immanquablement penser à Danse avec les loups, à la fin de Danse avec les loups en fait. Vous allez avoir en fait un homme civilisé mais qui quitte la civilisation en disant la civilisation est trop pourrie en fait en fin de compte. Moi je retourne en fait dans le monde sauvage où en fait on peut vivre libre. D'ailleurs en fait je vous rappelle les sauvageons
ils s'appellent entre eux les Free Folk, hein, donc les peuples libres. Et puis très nettement, il y a plein d'allusions aux Amérindiens dans les Sauvageons, en fait, si on regarde bien. Donc voilà, moi à mon avis, il y a très nettement dans cette fin-là, il y a une inspiration western, en fait, d'autant plus qu'encore une fois, hein, que ce soit Martin ou encore plus les réalisateurs de la série sont tous américains. Et évidemment, dans la conscience collective en fait, américaine, très nettement, le western occupe une grande place. Je vais continuer sur Game of Thrones parce que ça montre aussi. Je vais prendre un exemple justement parce que là on parle beaucoup de western, mais la fantasy, je vous l'ai dit, s'inspire en fin de compte pas mal aussi de cinéma historique. Alors on pourrait se dire, bien, bah, évidemment, ils vont s'inspirer de films sur le Moyen-Âge, bon, ou de l'histoire sur le Moyen-Âge. Et ça, par contre, moi j'insiste beaucoup pour dire que non. J'essaie de vous montrer pourquoi. En prenant une scène, en tout cas un épisode de Game of Thrones, que vous connaissez sans doute. Donc, c'est le Battle of the Bastard. Voilà, donc le gentil contre le trop méchant. Voilà, donc avec pour le coup là, des plans quand même extrêmement bien réussis. Moi, j'ai beaucoup aimé cette charge, hein, donc charge réelle. Hein, pour le coup, vous avez l'acteur qui était juste devant une charge de cavalerie. C'était assez impressionnant. Donc c'est un épisode qui était dirigé par Miguel Sapochnik, en fait, hein, qui est devenu un réalisateur récurrent dans cette série. Je crois même qu'il a fait plusieurs épisodes de la 8e saison, si je me souviens bien. En tout cas, bon, je sais plus si c'était je sais plus lesquels, mais en tout cas, il était quand même en charge de pas mal d'épisodes où ça bastonnait sévère. Et donc là, c'est assez typique justement de cet épisode. Il est assez typique de comment on va filmer la guerre dans la fantasy. Alors, la guerre dans la fantasy occupe une place majeure parce que la fantasy est souvent un genre extrêmement épique, donc il faut que ça charcle, hein. Donc il faut du gros bill. Donc voilà, donc j'ai pris cet exemple-là, ça vous montre un peu comment on peut construire justement une scène de baston dans la fantasy. Avant de passer à ça, parce que je ne l'ai pas dit au début, parce que normalement je le fais, donc je m'excuse, mais j'aime pas trop qu'on attende la fin pour les questions. Et normalement, je laisse les gens poser des questions pendant le déroulé. Donc, si vous avez des questions maintenant sur ce que j'ai déjà dit, des questions, des affirmations, des protestations, voilà, n'hésitez pas. Oui. Alors, il faut venir là parce que voilà, merci beaucoup, merci. Je me posais juste la question. Alors, il faut que tu parles près du micro. Je suis arrivé un peu en retard. C'est pas bien. Est-ce que tu as un mot? Comment est-ce que vous définissez la fantasy? Parce que du coup, quand je suis arrivé, vous parliez de beaucoup de choses. Voilà, bon, alors, la fantasy, déjà c'est bien, déjà. Le truc, c'est que la fantasy, c'est un genre. Anne Besson l'a défini très bien, je pense que dans la première conférence qu'elle a fait du cycle, hein, qui est d'ailleurs disponible en vidéo, je vous la conseille. C'est un genre où la magie, le merveilleux, donc est accepté comme un élément du quotidien, ou en tout cas c'est pas quelque chose qui apparaît comme complètement loufoque, en fait. Voilà, donc c'est à la différence du fantastique où là la magie ou le truc extraordinaire arrive petit à petit, en fait. Voilà. Donc voilà, tout bêtement. Alors ça se confond. Alors après oui, alors on peut rentrer dans des débats impossibles sur le merveilleux, la fantasy, est-ce que c'est la même chose, pas la même chose. Moi j'ajoute un élément aussi important, c'est que la fantasy est un genre qui met en scène un monde pré-industriel, donc un monde complètement à l'opposé de notre monde moderne. Voilà. Donc ça, je pense que c'est un peu les deux caractéristiques majeures. C'est bon? D'autres questions? Ouais. Je vais pas en prendre beaucoup là parce que sinon après voilà, mais ouais. Bonjour. Bonjour. Alors moi, c'est plus une remarque qu'une question, mais peut-être que vous pourrez commenter. Ouais. En fait, j'ai trouvé ça intéressant le parallèle que vous faisiez entre le western et le Moyen-Âge et donc en conséquence la fantasy, parce qu'on sait que, mais ça m'évoque autre chose, ça m'évoque aussi notamment le sud des États-Unis avant la guerre de sécession, parce que on sait que c'était un système pré-industriel basé en fait sur un modèle aristocratique poussé à l'extrême où une bonne partie de la population était des esclaves, et longtemps les sudistes qui défendaient l'esclavage, que ce soit avant ou après la guerre de sécession, ont défendu ce système en se référant un peu à un système idéalisé, un peu chevaleresque, un peu aristocratique, alors etc. Pas qu'un peu en fait pour le coup, Oui. parce que là pour le coup ils s'identifient eux-mêmes à des chevaliers. D'ailleurs il y a toute une théorie qui sort dans le sud avant la guerre en fait, hein, qui dit que les sudistes sont les descendants des Normands, des chevaliers normands,
alors que les nordistes, en fait, c'est des gros plébéiens qui puent, concrètement. Oui. Voilà, donc c'est un peu ça. Et puis après, de toute façon, même dans le Ku Klux Klan, en fait, hein, donc voilà, le vrai nom du Ku Klux Klan, c'est les chevaliers du Ku Klux Klan. Donc voilà. Oui. Donc il y a toute une imagerie, ouais, pour le coup. Ouais, alors après, je sais pas si ça reproduit, si ça sort beaucoup dans le cinéma de fantasy, pour le coup, ça. Non, ça ressemble Mais pour le coup, évidemment, quand il y a l'image là de The Last Cavalier, donc de Remington, le cavalier, justement, c'est un des surnoms des sudistes, en fait. Ils sont des cavaliers, donc des chevaliers, en fait. Donc il y a vraiment une espèce d'allusion ou de parallèle très fort entre l'homme aristocratique du Sud et puis le plébéien yankee, en fait, ouais, pour le coup. Voilà. Et on sait que, par exemple, que celui qui a vraiment au 19e siècle remis le Moyen-Âge et la chevalerie à la mode, c'est le romancier écossais Walter Scott. Ouais. Et qu'il était beaucoup apprécié, il me semble, dans le oui, c'est oui. Alors oui, il était c'est en partie pour ça. Ouais. Et que c'est en partie pour ça aussi qu'il a été un peu discrédité dans la deuxième moitié du 19e siècle, parce qu'on disait que ses romans avaient été instrumentalisés par les gens du Sud pour idéaliser et pour et pour justifier l'esclavage. Oui, tout à fait. Après, je ne sais pas s'il a été tant discrédité que ça. Mais bon, en effet, oui. Pendant un moment, oui, je crois qu'il y a Mark Twain dans une de ses histoires qui coule le Walter Scott. Alors, le truc, c'est que là, ça serait carrément en fait une conférence à part entière, quoi. Sur l'imagerie chevaleresque aux États-Unis. Si tu veux, voilà, ça sera. Écoutez, mais voilà, on note ça pour plus tard. Merci beaucoup. Voilà, donc on fait ça l'année prochaine. Mais là, pour le coup, c'est pas une influence énorme sur le cinéma de fantasy. Voilà. Non. D'accord. Mais voilà. Non, mais c'est bien, tu as raison de le noter. Merci beaucoup. C'est ça que ça m'avait évoqué. Est-ce qu'il y a une autre rapide question? C'est juste pour rebondir sur la question du Ku Klux Klan et justement au cinéma, tout simplement, Naissance d'une nation. Et la scène de chevaucher. Oui, mais complètement. Mais de toute façon, dans Naissance d'une nation de Griffith, il y a des allusions chevaleresques. Voilà, je veux dire, et c'est une chevauchée qui a beaucoup inspiré tous les films, de toute façon, de western, et très certainement aussi inspiré. Bien sûr. Enfin, pas dit, mais. Oui, bien sûr, mais de toute façon, même dans le film de Ford, le héros qui est joué par John Wayne est un personnage sudiste, encore une fois. Donc voilà. Donc on va, parce que ça a pris voilà, je vais quand même essayer d'avancer parce que j'ai ce truc. Alors, j'en étais à Game of Thrones. Et donc, d'ailleurs, Jon Snow, il est en gris, donc forcément, c'est un sudiste. Voilà, donc. J'ai des conneries, alors, le truc, c'est que donc cette scène-là, je me suis un peu intéressé justement à cet épisode-là et comment était construite la scène. Et donc, je suis allé voir les interviews du réalisateur Miguel Sapochnik, en fait. Hein, donc, et il y en a une qui m'a particulièrement intéressé, c'est celle-là. Je vous la lis, on va la lire ensemble. Hein, donc, j'ai regardé toutes les adaptations filmiques de bataille. Alors, oui, encore une fois. Hein, l'histoire, c'est il a regardé d'abord des films, voilà. Donc, que j'ai pu trouver des images de véritables combats aussi. J'ai cherché des trames pour voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, ce qui pourrait distraire le public ou au contraire, ce qui le scotcherait à son siège. Le but, c'est pas de reproduire une vraie bataille, c'est de scotcher le public à son siège. La grande référence reste Ran d'Akira Kurosawa, grand film de 1985, Ran d'Akira Kurosawa. Bon, en fait, moi j'ai regardé Ran, je le connais, je l'ai regardé plein de fois. J'ai regardé l'épisode de Sapochnik, les allusions à Ran, bon, voilà, peut-être dans l'usage des couleurs et encore quoi. Donc voilà, donc c'est bon, moi je le vois pas spécialement. Bon, quoi qu'il en soit, là c'est plus quelqu'un qui dit ouais, je me suis inspiré évidemment de Kurosawa, ça fait un peu classe, voilà. Bon. Voilà. Initialement, nous sommes inspirés pour créer la bataille des bâtards de la bataille d'Azincourt qui opposa les Français aux Anglais en 1415. Donc voilà, grande défaite de la chevalerie française en 1415. Mais avec l'évolution du budget, elle a fini par ressembler à la bataille de Cannes entre les Romains et Hannibal en 216 avant notre ère. Ok. Bataille de Cannes, hein, qui est archi connue. Donc on voit d'ailleurs très nettement quand on regarde les plans aériens de l'épisode. Donc là, vous avez donc l'armée de Jon Snow au centre, là, voilà, qui est pris en tenaille par l'armée du gros vilain, donc Ramsay Bolton, voilà. Donc et vous avez la pile de cadavres qui est juste en dessous, contre laquelle est coincé, donc les troupes sont coincées les troupes de Jon Snow. Et ça ressemble évidemment à un plan de la bataille de Cannes, où là, pour le coup, dans le rôle des gens pris au piège, c'est l'armée romaine, voilà, et dans le rôle des gens qui vont encercler donc l'armée romaine, ce sont les troupes puniques et gauloises et ibériques d'Hannibal, donc le carthaginois. Ok, bon là on se dit ok, bah c'est bon, ils sont inspirés de l'histoire. Sauf que il y a un souci. Il y a un souci parce que moi j'aime bien l'histoire militaire. Enfin voilà, je lis pas mal de trucs d'histoire militaire et tout. Le problème c'est que pour qu'il y ait une pile de cadavres comme ça, alors c'est
À l'époque médiévale, c'est strictement impossible. Voilà. Il faut une concentration de troupes et une concentration de feu absolument énorme. Donc en gros, il faut des mitrailleuses sur des gens qui sont serrés comme des rangs d'oignons. Donc voilà. Ça a pu être possible, notamment au fin 19e siècle et au début 20e siècle, pendant la Première Guerre mondiale. Et quand on regarde bien les interviews des réalisateurs de l'épisode et aussi des showrunners, hein, notamment David Benioff, un des deux showrunners donc, de Game of Thrones, il y en a dans une interview, enfin dans les bonus de l'épisode, voilà ce qu'il dit. La pile de cadavres vient de la lecture de divers témoignages sur des batailles, à la fois des récits médiévaux, non, et contemporains. Ah, oui, contemporains. Il existe ainsi des témoignages de la guerre de sécession. Ah oui, la guerre de sécession, c'est la guerre la plus sanglante des États-Unis. Hein, le nombre de morts a fait plus de morts que toutes les autres guerres empilées de l'histoire américaine. Donc plus de 600 000 morts, quoi. Il existe ainsi des témoignages de la guerre de sécession où les piles de cadavres étaient si grandes qu'elles devinrent des obstacles pour les troupes. Et moi, en creusant, je me suis rappelé en fait qu'en effet, il y avait des batailles où c'est arrivé. Notamment, il y a 2 batailles. La première bataille, c'est la bataille de Spotsylvania, excusez-moi, j'ai du mal. Donc, qui a lieu en mai 1864 hein, sur le front du Potomac, avec entre Grant et Lee, et l'armée de Grant et du général Lee. Et voilà. D'ailleurs, je vais mettre juste en miroir donc ce qu'a dit Benioff et un témoignage d'époque. Voilà ce que dit Benioff en haut, hein, donc voilà, hein, la guerre de sécession. Et voilà ce que dit un témoignage d'un des aides de camp, Horace Porter, un des aides de camp du général Grant, par rapport à cette bataille. Les cadavres ennemis, bien plus nombreux que les nôtres, étaient empilés les uns sur les autres, parfois sur 4 couches. En dessous, alors 4 couches, hein, c'est pas voilà, donc voilà, 4 couches en dessous de cet amas, les convulsions des membres et des corps montraient qu'il y avait des hommes toujours en vie qui tentaient de s'extraire de cette masse. Voilà, donc là, on a clairement l'inspiration graphique pour cette bataille des bâtards. Là, vous avez une image, hein, notamment d'un endroit de la bataille qui s'appelait le Bloody Angle, hein, donc un moment où il y a une espèce d'immense mêlée entre des troupes sudistes et des troupes confédérées et des troupes nordistes. Et en effet, les troupes sudistes ont été massacrées. Elles étaient concentrées sur un feu. Elles étaient concentrées et elles se sont fait littéralement massacrer sur place. Voilà. Donc là, on voit, voilà, ce qui est intéressant, c'est que bon, on voit déjà l'inspiration qu'a pu avoir des gens, les showrunners et les réalisateurs de Game of Thrones. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il y a une autre bataille de la guerre de sécession qui a eu lieu quelques mois après, qui a lieu, je crois, en juin en juillet 1864, donc c'est pareil sur le même front, qui s'appelle la bataille du cratère. C'est pendant un siège, les confédérés étaient dans des tranchées, les nordistes ont mis une mine sous ces tranchées-là, la mine a explosé, créé un immense cratère et les troupes nordistes ont chargé, mais comme des couillons, ils sont allés dans le cratère en fait, et donc les sudistes étaient au-dessus du cratère, puis ils ont tiré sur les nordistes en bas, quoi. Donc voilà. Et c'était un massacre. Et pareil, empilement de cadavres. Et en creusant un petit peu, je me dis, mais il n'y a pas un film récent qui met en scène cette bataille ? Bah si. Ce film-là, c'est tout bêtement Retour à Cold Mountain, film de 2003. Et maintenant, je vais vous passer en miroir un extrait de Retour à Cold Mountain et un extrait de la bataille des bâtards. Donc si vous pouvez passer les 2 extraits en miroir, voilà, vous allez voir, la ressemblance est quand même frappante. Donc là, ici, à droite de l'écran, Retour à Cold Mountain. À gauche, bon, vous ne pouvez pas trop vous tromper en même temps, hein, donc Game of Thrones. Et donc là, où ça fait mal, hein, géant. Et là, donc voilà, cette bataille. Et regardez bien, très nettement, un camp qui est pris, voilà, donc les sudistes qui sont en haut du cratère, une espèce d'immense mêlée. De l'autre côté, donc les troupes de Jon Snow qui sont compressées par les troupes de Ramsay Bolton. Et évidemment, donc beaucoup de coupes, hein, voilà, on est caméra à l'épaule, enfin en tout cas on suit de près le héros central, donc là, qui est joué par Jude Law. Et là, évidemment, Jon Snow, Kit Harington. Et il va leur arriver quasiment la même chose, c'est qu'ils vont se retrouver au milieu de la mêlée et ça craint. Voilà, il y va. Voilà. Et évidemment, après, empilement de cadavres, la boue, voilà. Donc, et là, à mon avis, c'est une référence directe, en tout cas, c'est une inspiration directe pour les réalisateurs de la série de Game of Thrones. Inspiration qui n'est pas du tout revendiquée.
mais l'inspiration, regardez bien, hein, c'est assez frappant en fait. Hein. Donc évidemment, en termes de colorimétrie, en fait, de couleurs, en fait, hein, les couleurs sont différentes, hein, le choix des couleurs est différent, et la photo est différente, mais très nettement, oui, encore une fois, la boue, le sang, voilà. Et avec Jon Snow et les deux héros qui sont pris dans la mêlée, en fait, de manière extrêmement frappante, en fait. Donc voilà, ça c'est un exemple hein, qui vous montre bien que le cinéma de fantasy est construit par des cinéastes, et les cinéastes ont d'avant tout une culture de cinéaste, en fait. Voilà. Oh là là, ça craint. Je m'en fous, je ressuscite. Je peux vous montrer encore un autre exemple de ça qui est assez fascinant. J'ai pas le temps de creuser, mais pour le coup, c'est un exemple c'est encore une fois les deux tours. Parce que Peter Jackson, quand il a créé notamment la bataille des deux tours, en fait, cette fameuse bataille, donc vous avez l'assaut sur Helm's Deep, donc sur le gouffre de Helm. En fait, Peter Jackson, quand on lit bien les commentaires, ses commentaires dans les versions, dans différentes versions, il s'inspire directement d'un film. Qui représente une bataille, mais qui n'a rien à voir avec une bataille médiévale. Ce film-là, c'est Zulu, très grand film en fait, de 1964, en fait. Donc voilà ce que dit Peter Jackson. Donc film qui représente c'est une espèce d'Alamo, c'est vraiment Alamo, mais en Afrique du Sud en fait. Et c'est les troupes coloniales anglaises contre donc une armée de Zoulous. C'est impressionnant, c'est construit de la même manière. Un camp dans Zoulou, il y a un camp, l'action est centrée sur un camp, donc les Anglais qui parlent, voilà, où les personnages sont creusés, ils ont une densité et tout, et de l'autre, vous avez une immense armée de Zoulous qui ne fait que grogner ou chanter. Mais il y a une espèce de montée en tension qui est la même en fait que dans la bataille dans les deux tours en fait. Et c'est pareil dans les deux tours, les orques, je les entends pas parler philosophie a priori, donc ils grognent, etc. et tout. Et puis de l'autre côté, vous avez les héros. Tout. Donc, c'est vraiment, et là pour le coup, c'est complètement assumé de la part de Peter Jackson. Mais enfin, vraiment pour le coup, c'est un Zoulou. Après, évidemment, il y a un discours colonialiste. C'est 1964. Voilà, il y a un discours colonialiste ou néocolonialiste qui est assez insupportable, ce qui interroge aussi sur le choix sur les orques à la peau noire et tout. C'est un peu, bref. Mais le truc, c'est que pour le coup, en fait, Zulu, pour le coup, c'est un film extrêmement réussi. C'est un peu comme un Ford et tout. Il y a vraiment une montée en tension qui est extraordinaire. Sur le grand écran, ça claque. C'est vraiment impressionnant. Et voilà. Donc, mais c'est extrêmement intéressant de voir qu'un film de fantasy, encore une fois, va pas du tout s'inspirer du Moyen-Âge, pas forcément s'inspirer du Moyen-Âge ou de films médiévalistes, mais parfois de films qui n'ont strictement, a priori, rien à voir. Là, vous avez une représentation de la bataille qui a inspiré le film Zulu, la défense de Roxdrift, en fait, donc en 1879, et une affiche du film. C'est un des premiers films d'ailleurs qui a fait le succès de Michael Caine en fait, qui est devenu après une grande star. Alors, autre inspiration historique des films de fantasy. Là encore une fois, c'est pas du tout une inspiration médiévaliste en fait. C'est évidemment, j'en ai parlé un tout petit peu au début, c'est le péplum. Péplum, alors. Voilà, là vous avez encore une fois ces grands péplums, donc ces grands péplums des années 50 avec Steve Reeves. Steve Reeves, c'est à l'époque, à la fin des années 50, c'est l'acteur le mieux payé d'Europe. Pour vous dire à quel point les péplums, c'est un genre populaire majeur à l'époque. Et donc c'est un acteur américain, culturiste. Qui joue, c'est pas non plus, c'est pas acteur studio, donc voilà, mais c'est quand même, c'est un peu un peu comme Johnny Weissmuller quelque part dans les années 30, c'est un des premiers grands acteurs athlètes, et c'est surtout un des premiers grands acteurs culturistes aussi, qui va donner toute une espèce d'imitateurs, et parmi les imitateurs, vous avez évidemment Schwarzenegger, et donc très nettement, quand on regarde Conan le Barbare, on se rend compte qu'il y a plein d'allusions, de clins d'œil au péplum. D'ailleurs, Conan est produit en 82 par Dino De Laurentiis, qui est un producteur en fait qui a produit des péplums dans les années 50, notamment Ulysse avec Kirk Douglas en fait. C'est tourné en Espagne. Conan le Barbare est tourné en Espagne avec des équipes italiennes. La musique, on va écouter la musique après. Il y a plein de références aussi à la musique de péplum. Mais je vais juste vous montrer un extrait miroir en fait de Conan et d'un des premiers péplums de 1916 qui s'appelle Cabiria, qui est un des premiers massistes en fait. Je ne sais pas si vous connaissez Massiste. C'est pareil, une grande franchise. Il y a un trou de générationnel, j'ai l'impression. Il y a un petit
Massiste, voilà, bon, c'est une espèce de sous-Hercule, voilà, donc il y a plein de films massistes, donc, mais en l'occurrence, c'était pareil, un cinéma c'était une espèce de, on parlait pas de franchise à l'époque, mais c'est une espèce de franchise très populaire, massiste, et en l'occurrence, 1916, un des premiers massistes, mais si ce n'est le premier, c'est Cabiria, et vous avez une scène qui est reprise d'une autre manière, mais qui est reprise dans Conan le Barbare. C'est parti, les 2 prochains extraits, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc là, Conan ici, et de l'autre côté, donc Cabiria, film évidemment muet, et la musique en fond, c'est celle de Conan, donc voilà. Et là, c'est Conan jeune qui va être enchaîné à une roue. Et là, c'est pareil, massiste, un homme fort, encore une fois, donc qui veut lui-même être enchaîné à une roue. On a assez nettement un clin d'œil à ça. Premier plan, on voit Schwarzenegger dans le film. Voilà, donc là on a l'insistance aussi sur le corps masculin, hyper masculinisé, hyper musclé, dénudé dans les péplums et dans, bon là évidemment il fait froid, il est pas à poil, hein, mais voilà quoi, donc mais là pour le coup on a vraiment une inspiration directe. Encore une fois, Steve Reeves, donc grand acteur de péplum, un des premiers acteurs culturistes, va être une inspiration directe pour Schwarzenegger. Ils vont après d'ailleurs, Schwarzenegger va se lancer dans le culturisme en partie à cause ou grâce à Steve Reeves. Et puis Schwarzenegger le premier film qu'il va réaliser, qui est un peu oublié aujourd'hui, en 72, il s'appelle Hercule à New York, une espèce de parodie de péplum, mais à l'époque contemporaine. Donc voilà, donc là pour le coup on a encore une fois plein, mais c'est pareil, hein, quand on creuse un petit peu, il y a quand même pas mal d'allusions, même dans Game of Thrones, on pourra en parler pendant des heures, hein, les allusions péplumesques dans Game of Thrones. Je pense par exemple au siège, au bombardement, pourrais-je dire, plutôt à la cuisson plutôt de King's Landing, hein, donc dans la dernière saison, hein, les bâtiments qui tombent sur les gens, l'espèce de film catastrophe, hein, là on a plein d'allusions, c'est une scène classique de péplum, hein. Plein de péplums se finissent comme ça, vous avez des bâtiments qui tombent sur les gens. Évidemment, il y a toujours dans ces scènes-là une mère qui essaie de protéger son enfant, elle se met dans un coin, fait ah c'est bon, je suis protégé, puis un truc lui tombe sur la tronche, voilà. Donc il y a tout un truc comme ça. Ça c'est dans plein de péplums et on a des allusions comme ça dans cet épisode-là. Bon, voilà. Donc encore une fois, des scènes, des scènes en fait, hein, enfin en tout cas des influences à creuser. Même au niveau de la musique, hein, d'ailleurs, on va passer l'extrait musical. Vous allez voir un des extraits musicaux de cette bande-annonce, enfin de cette bande originale de Conan, qui est une grande bande originale qui a beaucoup marqué, hein, donc de Basile Polidoris en fait. Et en l'occurrence, vous allez entendre cette. Alors, elle a été enregistrée en plus à Rome avec l'orchestre de la Rai. Donc voilà, il y a vraiment des accents péplumesques, voilà, en tout cas vaguement antiquisants. Si on peut passer l'extrait musical, s'il vous plaît. Voilà. On se croirait à la cour de Caligula, voilà. Donc voilà. Bon, on va pas passer la musique en complet, mais voilà, c'est pour vous donner une idée. En fait, hein. Écoutez cette bande originale, elle est absolument incroyable, hein, si vous l'avez pas écoutée. Alors, merci beaucoup.
On va passer à la dernière partie de l'exposé, parce qu'il va être l'heure de l'apéro quand même. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer à la dernière partie? Alors, attendez, je vous lance le micro. Donc, parce que moi, je ne vois pas très bien, j'ai le truc... Voilà. Bonjour. Bonjour. Oui, moi je voulais revenir un peu. Vous avez parlé de la mise en valeur du corps masculin et depuis le début, vous vous rappelez souvent. Là, on voit le cow-boy, enfin l'homme, etc., etc. Et du coup, je voulais savoir quel était le rapport. Enfin, est-ce que, en tant que spécialiste, vous voyez une petite amélioration du côté de la parité ou de la représentation des personnes? Et est-ce que du coup, cette nostalgie qu'il y a à la fois dans le péplum, dans le western et dans la fantasy, est-ce que c'est propre à des hommes qui ont peur de perdre des choses? Alors oui, pour le coup, non, mais bien sûr, on peut dire les choses clairement. Ils ont peur de perdre leur virilité, voilà. Donc c'est. Après, le truc, c'est que c'est oui, parce que pour le coup, c'est assez. En tout cas, c'est très accentué dans les films de fantasy. Même si, attention, parce que Conan, c'est un peu parce que Howard, l'auteur de Conan, c'était quand même un type c'était pas un progressiste. Hein, il n'avait pas sa carte la France insoumise a priori. Donc voilà. Donc le truc, c'est que et pareil, Milius, John Milius, c'est vraiment c'est le nouvel Hollywood. Mais alors lui, Milius, politiquement, il est un peu genre voilà, il est un peu hardcore, quoi. Donc il est quand même assez réac. Mais après, c'est un peu plus compliqué que ça parce que dans Conan, il y a aussi, c'est un univers où les femmes peuvent se battre. Notamment dans le film de Conan, il y a une guerrière en fait. Alors après, ça c'est pareil. Sur les femmes guerrières dans la fantasy, ça pourrait mériter plein. Moi, j'en ai parlé un petit peu dans le bouquin que j'ai fait sur les super-héros par rapport à Red Sonja, par exemple, hein, parce qu'il y a aussi un film, le troisième film de Conan, en fait, qui est réalisé avec Schwarzenegger. En fait, c'est centré sur le personnage féminin, donc Red Sonja. Alors, en français, le film s'appelle Calidor. Voilà, donc c'est un titre pourri français de l'époque. Mais voilà. Bon, mais voilà, pour le coup, c'est assez intéressant. Mais c'est vrai que dans la plupart de ces films-là, il y a quand même une espèce d'idée avant quand même. Voilà, on était c'était comme dans les westerns d'ailleurs. Avant, Bobonne, elle a été à la cuisine, c'est cool. Voilà, donc nous, on était un peu libres dans l'espace. Donc, il y a vraiment cette idée-là. Après. Il y a une évolution quand même qui est majeure dans la culture pop en fait. Hein. On va placer de plus en plus de femmes, notamment de femmes guerrières. C'est-à-dire tout le débat qui a eu lieu par rapport à Tariel, hein, dans le Hobbit en fait. Hein. Donc il y a un personnage qui n'existe pas dans le livre, mais qui a été placé là. Parce que pour le coup. Ouais, mais dans un triangle amoureux. Ah oui, dans un triangle amoureux. Oui, mais bien sûr. Mais après, attendez, moi moi, je suis pas en train de mesurer, j'ai pas de féministomètre. Voilà, je suis pas en train de dire c'est pas assez féministe, ça l'est assez. Voilà, la limite c'est pas le propos. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'en tant qu'historien, je vois quand même qu'il y a une évolution qui est assez importante après. Et mine de rien, vous allez avoir même des films de fantasy où on va, à mon avis, de toute façon ça va arriver. Enfin, on va avoir des personnages féminins qui sont tout comme dans les films de super-héros en fait. Hein, c'est un changement majeur. Mais c'est vrai que pour le coup, le genre est quand même mais même dans Game of Thrones, hein, il suffit de voir l'évolution de la série entre les premières saisons où il y a eu plein de polémiques, notamment, et puis après il y a des polémiques notamment par rapport à la sexualité, les femmes qui étaient généralement celles qui se faisaient buter. Alors c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un problème les copains là. Mais et puis petit à petit, on a mis en avant beaucoup de personnages féminins. On a une évolution quand même qui est majeure entre le début de la série et la fin de la série. D'ailleurs, même je crois que c'est la 2e ou 3e saison, ils ont carrément même pris des actrices de films X en fait, hein, pour faire des scènes érotiques en fait. Donc il y a vraiment une espèce d'insistance qui est un peu. Après ça là-dessus, c'est un débat qui est, et ça mériterait en fait une conférence à part entière. Là pour le coup, c'est un sujet qui est énorme, mais vous avez raison de poser la question. Voilà. L'année prochaine aussi, voilà, c'est noté. Voilà, donc voilà. Et il y avait une question là-bas, monsieur qui avait une question, je crois. Donc, ouais, il faut faire passer le. Voilà, ouais, faut lancer comme le marteau de Thor. Enfin, en même temps, il revient le marteau de Thor. C'est un peu. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu. Vous êtes où là? Je sais pas si j'ai répondu à la question. Ça va? Voilà. Mais là, pour le coup, en effet, il y a une évolution. Mais c'est. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que le cinéma, c'est là où c'est marrant, c'est que ça provoque des débats, même en disant, il
il y a même des débats sur des forums où on va dire mais est-ce que c'est vrai qu'il y avait des femmes guerrières à l'époque? Et les gens vont absolument vouloir trouver une référence historique au fait qu'il y avait des femmes guerrières à l'époque, alors qu'en fait on est dans un univers de fantasy, donc on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Et c'est pareil sur les gens, c'est les gens de couleur aussi, c'est pareil, en fait la même chose. C'est qu'il y a eu des polémiques par rapport à la série The Witcher, hein, par exemple, où on a pris notamment Yennefer en fait, donc qui est jouée par une actrice qui est en partie d'origine indienne, du sous-continent indien. Ça a créé des polémiques, alors qu'en fait, limite, tu as envie de dire, mais bon, on est dans un univers imaginaire, donc on fait littéralement ce qu'on veut, en fait. Voilà. Donc vous pouvez mettre des gens avec la peau, bleue, alors pourquoi vous mettrez pas des gens avec la peau noire? On s'en fiche. Voilà. Donc, mais ça, c'est intéressant. Mais ça renvoie à des débats sociaux, en fait. Voilà. Monsieur. Oui. Il est allumé. Ouais, c'est bon. Oui, alors en fait, je voulais revenir aussi sur le sujet d'avant, sur les couches de mort. Ouais. L'esthétisation d'hyperviolence et de la mort. En fait, ce qui est revenu au goût du jour, je pense, c'est avec la BD 300, parce que quand même, quand ils ont fait la version filmique, 300, c'est un film de fantasy, hein, pour le coup. Hein. Oui. C'est ça. Mais c'est pseudo historique. Quand même, ouais, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, le réalisateur, il a dit, c'est historiquement, c'est historique à 90%. Bon, faut qu'il arrête la colle, enfin, concrètement. Non, les Perses n'avaient pas des ninjas immortels, voilà. Et puis le roi perse n'était pas une espèce de grand escogriffe de 2,30 m ou de 2,50 m. Voilà, non, mais c'était sur le côté sanglant, parce qu'autant on fait référence à la guerre de Sécession ou la guerre des Boers, et c'est vrai que quand même dans les retours qu'on a des guerres sous les Romains, notamment les batailles par exemple du lac Tracymène où les Romains sont poussés par Hannibal dans le lac, et qu'il y a des tombereaux quand même de corps, de sang, le lac change de couleur, tout ça. On voit aussi sur les colonnes Trajan que quand il y avait des batailles avec les légionnaires, c'était quand même bien sanglant, et dans l'Antiquité quand même c'était voilà. Là vous avez raison. En fait, le truc c'est qu'en fait là pour le coup c'est pareil, c'est un sujet à part entière sur la représentation de la guerre au cinéma. Mais un des trucs qui a quand même fait basculer, c'est, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure avec en régie, je sais plus si et en fait le truc c'est que un des trucs qui a fait basculer pour le coup, c'est le Soldat Ryan, en fait, de Spielberg, où là pour le coup on a montré pas mal, voilà, on a montré en plus c'était filmé caméra à l'épaule et tout, on suivait un peu les soldats et tout. Donc là c'est un changement majeur. Et après le truc c'est que quand même il y a une insistance sur les films médiévalistes sur le sang, parce qu'on pense que le Moyen-Âge était forcément dégueulasse, sanglant et tout. Ça c'est assez nouveau, enfin c'est en gros il y a une imagerie médiévaliste très sombre qui est très développée, et donc on pensait qu'au Moyen-Âge, concrètement les gens vivaient dans le purin, puis quand ils volaient une pomme, ils se faisaient torturer, puis enlever les boyaux petit à petit par une espèce de machine compliquée et tout. Non, c'est pas ça le Moyen-Âge. Mais c'est l'imagerie qu'on a. Donc c'est pour ça que eux, dans Game of Thrones, il faut absolument qu'ils mettent du sang et du cul, quoi. En fait, c'est ça. En fait, il y a vraiment cette idée-là. Et c'est pour ça qu'ils insistent. Mais ce qui est assez marrant, c'est que pour avoir cette imagerie-là, qu'ils supposent être une imagerie médiévaliste, une imagerie médiévale, historique, voilà. Ouais, historique. En fait, ils vont s'inspirer de batailles contemporaines, quoi. Ce qui fait qu'en fait, c'est là où c'est marrant, c'est qu'en fait, le cinéma de fantasy, c'est une espèce de construction de diverses couches, en fait, de fantasmes, d'imagerie fantasmée et tout. Et c'est là où c'est frappant, c'est qu'en fait, quand on essaie de creuser visuellement d'où ça vient, on se rend compte que c'est des trucs qui n'ont strictement parfois rien à voir, en fait. Rien à voir avec la choucroute. Tu parlais de la bataille d'Azincourt, on le voit aussi dans The King, oui, bien sûr, voilà. Mais c'est pareil, c'est qu'encore une fois, là, on est parce que quand vous disiez le problème, c'est que la bataille de Tracymène, c'était raconté dans Tite-Livre. Tite-Livre, c'était écrit 1 ou 2 siècles après. Donc, si je me souviens bien. C'est aussi des projections. Voilà, bien sûr. Donc voilà. Donc après, c'est bon. Okay. Là, on ne veut pas entamer un débat là-dessus, mais voilà. Non, parce qu'il faut que je me dépêche quand même. Alors, maintenant, on va parler de l'influence qu'a pu avoir. Encore une fois, je vais prendre quelques exemples. Qu'a pu avoir le cinéma de fantasy sur d'autres médias. Alors, on va prendre comme exemple, je vais vous passer 2 extraits. Alors, c'est assez surprenant. Encore une fois, j'ai passé un extrait de Conan, je suis désolé, mais c'est un film qui, encore une fois, à mon avis, a beaucoup marqué. Et je vais prendre un extrait, je vais passer en miroir un extrait de Jeanne d'Arc, en fait, de Besson. On va les passer, s'il vous plaît. Donc, alors, vous allez voir, c'est pas complètement raccord, parce que la bataille dans Conan, donc là, ici, Jeanne d'Arc, et à droite, en fait, Conan le barbare. On pourrait faire un mix, Jeanne d'Arc la barbare, voilà, donc c'est pour être marrant. Alors la bataille là pour le coup dans Conan, elle prend plus de temps,
Mais en fait, on se rend compte, donc Conan 82, Jeanne d'Arc 99, vous avez en fond la musique de Polydorus, hein, donc avec vraiment une scène qui est absolument incroyable dans Conan, en fait, avec l'arrivée donc avec les chiens, regardez bien et tout, une attaque, un enfant qui est en dehors de son village, qui entend son village est attaqué, et qui va revenir à son village et voir son village détruit. Et avec une charge comme ça de cavaliers avec des chiens sauvages, quoi. Bon, dans Jeanne d'Arc, ça va prendre plus de temps, vous allez voir. Hein. Bon, là, c'est Jeanne qui est en train de triper dans la neige, enfin dans l'herbe, là, genre. Ouh. Mais avec le Picte, hein, donc dans Conan, qui. Mais regardez bien, en fait, vous allez voir, en fait, petit à petit. Donc là, Jeanne commence à entendre un truc aussi, hein, donc de son côté. Elle voit une épée. L'acteur que vous voyez là, qui a un type avec les grandes cordes, c'est un ancien footballeur, un ancien joueur de football américain qui a été pris pour le film. C'est assez. Voilà, vous voyez là, c'est pareil. Jeanne d'Arc commence à entendre des trucs. Elle se retrouve. La Conan essaie de rejoindre son village. Là, vous voyez, hop, les soldats qui commencent à arriver, du côté de Jeanne d'Arc, commencent à arriver vers le village. Les loups, référence aux chiens dans Conan. La charge des loups qui fait écho à la charge des cavaliers anglais, on suppose, dans Jeanne d'Arc. Le feu qui est mis au village, du côté de Conan. Le feu aussi qui est mis au village, du côté de Jeanne d'Arc. La charge, encore une fois, avec la pente qu'on a aussi dans Conan, hein, donc la pente pour rejoindre le village. Et là, Jeanne arrive à son village et elle voit le village en flammes. Là, de l'autre côté, le père de Conan est tué par des chiens. On a très nettement une forte ressemblance entre les deux scènes et qui, à mon avis, n'est pas du tout fortuite avec les chiens. Vous voyez bien qu'ils sont en train de... Là, après, vous verrez, enfin, si vous suivez le film, les chiens vont aussi manger du cadavre dans Jeanne d'Arc. Évidemment, ce n'est pas arrivé à la vraie Jeanne d'Arc. Voilà, donc, après, vous avez une scène super glauque où la sœur de Jeanne d'Arc se fait clouer contre une porte avec une épée et puis se fait violer après. Voilà, donc bon, c'est Luc Besson. Et donc voilà, pour le coup, en fait, on a des scènes, à mon avis, enfin en tout cas très nettement à mon avis. Hein, mais après, moi j'ai regardé des interviews de Besson, j'ai pas vu, j'en ai vu aucune où il assumait cette espèce d'emprunt, mais à mon avis, l'emprunt il est assez net, hein, surtout qu'encore une fois, Conan était un film qui a pas mal marqué la génération des années 80 et Besson, je pense à mon avis, il l'a vu en fait. Hein, donc ça faisait partie des films d'action en fait, hein, qui étaient quand même assez regardés. Voilà, donc encore une fois, là on a un exemple de film d'histoire qui pour le coup emprunte des codes en fait qui viennent de la fantasy. Un autre exemple, un peu moins funky mais intéressant aussi, c'est Les Rois Maudits. Alors Les Rois Maudits, donc la série télé, pas la première, donc celle qui est regardable, donc des années 70, mais la seconde qui était faite, je sais plus, c'était pour France Télévisions, pour TF1 en 2005 avec Depardieu qui joue Jacques Demolay. Et ce qui est intéressant, c'est que cette série-là, pour le coup, la personne qui était en charge des décors, c'est Philippe Drouillet. Philippe Drouillet, grand auteur de BD français, auteur
BD de science-fiction, ancien de pilote, ancien aussi de Métal Hurlant, mais aussi de BD de fantasy. Et là, pour le coup, ce qui est assez marrant, c'est qu'il a eu des échanges avec José Dayan, donc qui était la metteuse en scène donc, de cette série. Et vous voyez ces échanges, et là, vous avez des extraits, des images en fait, tirées donc des images des décors. Alors, les Rois Maudits sont censés se dérouler au XIVe siècle en France. Hein. Vous avez les décors de dessus, c'est voilà quoi, c'est le XIVe siècle avec autre chose quoi. Donc voilà. Et ce qui est assez marrant, vous avez là par exemple, moi j'ai vu dans l'espèce d'autobiographie biographie de Drouillet en fait, hein, il met des échanges entre Dayan et lui. José Dayan dit: j'ai besoin d'un décorateur pour transposer les Rois Maudits d'une façon moderne. Je veux reconstituer le Moyen Âge au temps du roi de fer avec la réalité d'aujourd'hui. Ouais, ok. Alors. Après, José Dayan, tu as lu tous les livres sur les châteaux? Drouillet, oui, donc échange au téléphone. José Dayan, oublie tout, c'est ton univers que je veux. Donc voilà, concrètement, le Moyen-Âge, on s'en fiche, on veut un univers un peu fantasy, fantastique et tout. Et voilà ce que dit Drouillet dans une interview sur un site. En fait, donc, je n'ai pas fait de l'heroic fantasy, j'ai déjà vu ce mot sortir dans la presse plusieurs fois. Nous avons fait du Moyen-Âge surdimensionné, mais il est vrai que la frontière est un peu floue. Et c'est intéressant parce que quand on passe, moi je trouve que c'est une belle définition aussi. On parlait tout à l'heure, vous demandez la définition de la fantaisie, mais c'est une belle définition en fin de compte. La fantaisie, c'est aussi du Moyen Âge surdimensionné. La pile de cadavres, elle fait pas 2 ou 3 cadavres, elle fait 50 cadavres quoi. Le mur, il fait pas 30 mètres, il fait 800 mètres, enfin il fait 200 mètres, je sais plus, enfin il fait 800 pieds, je sais plus. Voilà, donc c'est ça. Je trouve que c'est intéressant, c'est que généralement on a cette imagerie là dans la fantaisie, mais ce qui est assez marrant, c'est qu'on va la retrouver aussi maintenant dans des films qui sont censés représenter l'histoire en fait. Voilà. On va passer un extrait justement des Rois Maudits. Hein. Il est pas long, je vous rassure, ça va être. On va passer l'extrait 12 si je me souviens bien. Le roi est mort. Vive le roi. Regardez bien, c'est censé être le palais des rois de France. Donc là c'est je sais plus quel roi, je sais pas si c'est Philippe V ou. Bon, c'est le palais des rois de France là. Voilà. Donc là, on est, pour le coup, on est dans une espèce d'imagerie de fantaisie, même au niveau des sièges et tout. Voilà, donc c'est très Drouillet en fait pour ceux qui connaissent les BD de Drouillet, hein, avec des espèces de trucs complètement, espèces de pseudo-cathédrales qui s'élancent, de manière gigantesque. Voilà, donc avec Toreton qui va se pointer là. Oui, c'est assez incroyable. Ça, évidemment, c'est impossible dans le vrai Moyen Âge. Enfin, dans le Moyen Âge, il n'y avait jamais ça. Vous avez Philippe Toreton qui joue aussi, qui joue mal, c'est malheureux. Les sujets sont fiers de leur nouveau roi. Vraiment, mon bon cousin. Voilà. On m'a appris cependant qu'ils m'ont baptisé leur roi trouvé. On vous a dit le vrai, ils s'en réjouissent. Même la chaise, elle est complètement délirante, voilà, avec l'espèce de motif géométrique et tout. Enfin, ça n'existait pas au Moyen Âge, hein, ça fait très. Non, le peuple vous aime, il vous respecte. Notre cousin Édouard, qui lui est roi de France. Arrêtez, c'est un peu dur quand même. Je préfère vraiment la version des années 70. Ça, c'est. Merci beaucoup. Alors, maintenant, je vais vous passer aussi des extraits. Alors, je vais passer une. Je ne sais pas si vous pouvez m'entendre en haut. Je ne sais pas si vous faites oui, non, oui. Ouais. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est on va passer un début, parce qu'il y a aussi, je vais montrer que la fantaisie inspire des publicités. On va passer les 15 premières secondes d'une publicité, et après on va faire un petit jeu. Vous allez essayer de deviner sur quoi, en fait, vous allez deviner quel est le produit qui va être vendu par cette publicité des années 80. D'accord? Ça vous va? 10 premières secondes, 15 premières secondes. Puis après, on la met sur pause, et puis on verra ce sur quoi c'est. C'est parti, extrait 13, s'il vous plaît. Voilà. Ok. Alors, bon, c'est un peu court, mais alors. Évidemment, alors là, si vous connaissez un petit peu les références Star Wars avec voilà, donc voilà, les références aussi à Excalibur de Boorman entre les chevaliers noirs, les chevaliers lumineux et tout, ça se verra encore plus dans la suite. Maintenant, allez, on va jouer un petit quiz. D'après vous, qu'est-ce que ça vend? Alors, attendez, des lessives, des piles, des rasoirs, hein? Lessive blanchissante, ok, d'accord. C'est comme dans Astérix, les 12 travaux d'Astérix. Eh oui, bravo, la lessive des dieux.
Hein? Des cahiers super conquérants, en effet, pour le coup, il y a des petits... Ouais, en effet, c'est... Alors, dentifrice. Des échecs, oui, pourquoi pas, c'est en effet, ouais, c'est... Ouais, c'est... Alors, un parc d'attractions. Des piles, j'ai entendu, ouais, des piles, ok. Encore une autre idée. Une voiture, ok. Genre, écrase tes ennemis avec le nouveau 4x4. Genre, ouais. Des costumes, ok. Il y en a qui connaissent la réponse, alors attention, on joue pas, hein. Attention. Hein. Alors, la réponse, vous avez, je suis désolé de vous le dire, vous avez tous faux. Vous allez maintenant voir la réponse. C'est parti. C'est parti bientôt. Même la musique, hein, ça fait très Excalibur, hein, ça fait les Carmina Burana. C'est en anglais par contre, hein. Je vous dis tout de suite. C'est une publicité américaine. Là, c'est référence à Excalibur très nette avec le casque. To compete, you've got to be strong. To win, you've got to be smart. Le méchant se rend au chevalier. Maybe you can be one of us. The few, the proud, the Marines. Alors, je sais, j'ai vu parmi vous, je sais que ça vous a donné tous envie de vous engager. Je le sais, je l'ai vu. Hein, donc, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, alors là, oui, ça répond un peu à votre question tout à l'heure sur le corps masculin. Pour le coup, là, c'est à fond dedans, parce qu'évidemment, en plus à l'époque, le corps des Marines n'accepte pas de femmes. Encore plus c'est uniquement depuis 2016 que le corps des Marines, dans les unités combattantes, accepte des femmes. Hein, donc, et en plus, le slogan "The few, the proud, the Marines", c'est une référence directe à une pièce classique anglo-saxonne. C'est "We few, we happy few, we band of brothers", Henri V de Shakespeare, qui est en plus une pièce médiévaliste, donc ça fait vraiment chevalier en fait. Voilà, donc c'est Henri V de Shakespeare pendant la bataille d'Azincourt. Donc voilà. Si vous pouvez regarder le film de Kenneth Branagh, voilà, ça vous fera un petit. Alors et pareil, hein, on voit bien, voilà les allusions. Alors attends, je sais pas si on peut voir le. Merci. Voilà. Voilà, là vous avez des extraits d'Excalibur là dans les trois trucs en haut et puis à gauche. Et là, vous avez un extrait de la publicité. On voit que sur les costumes, hein, il y a des références directes à Excalibur, et puis à Star Wars, et puis la musique, c'est Carmina Burana et tout. On va passer maintenant la 14. C'est une autre publicité. Et là, c'est encore une publicité pour les Marines, vous allez voir, des années 2000. Alors, un peu pixelisé parce que je l'ai chopé sur une plateforme vidéo que je ne citerai pas, mais qui commence par un Y qui finit par un E. L'épée dans le rocher, merci. Voilà, donc, Trial by fire. It is a rite of passage, a challenge to join the elite. And if you succeed, if you can master your fear, outsmart your enemy, and never yield, even to yourself, you will be changed forever. The few, the proud, the Marines. Voilà, donc là, c'est évidemment après Peter Jackson, parce que le Marine s'affronte un Balrog. D'ailleurs, je voyais dans les commentaires, il y avait des Marines qui faisaient j'ai jamais fait ça au camp d'entraînement, c'est bizarre. Donc voilà, donc c'est voilà, donc et donc c'est voilà, c'est pour le coup c'est assez impressionnant. C'est pas là, alors en plus l'espèce de parcours du combattant au début complètement délirant. À mon avis, il y a aussi, c'est une allusion à un film arthurien qui s'appelle Lancelot avec Richard Gere, où il y a une espèce de truc similaire aussi, une scène similaire. Bon voilà, mais c'est pour vous montrer qu'il y a il y a même dans la publicité pour le coup une énorme influence du cinéma de fantasy. C'est pas la première fois en fait. Hein, je vous montre encore une fois un petit exemple.
autre dessin archi connu de Frazetta, le Death Dealer, qui a été fait en 74 ou 76, je ne sais plus. Dessin assez impressionnant, en fait. Hein. Bon, là, vous avez une statue à l'échelle 1-1 qui a été faite et qui est à l'entrée du 3e corps de l'armée américaine. Voilà. Et pareil, le même dessin qui est dans l'écusson d'un escadron d'hélicoptères qui s'appelle Night Riders. Je crois que c'est un hélicoptère des Marines aussi. Donc voilà, un escadron d'hélicoptères. Bon, tout ça pour vous dire qu'en fait, c'est pas nouveau en fait. En tout cas, aux États-Unis, c'est quelque chose qui est parfaitement assumé. Mais et c'est pareil, hein, mais on pourrait parler de la publicité pendant pas mal de temps, mais j'ai chopé une petite citation quand j'avais écrit un article sur Game of Thrones en 2014, justement sur l'historicité de Game of Thrones. C'était assez marrant parce que j'étais tombé sur une citation de Clémence Farrell, alors que vous ne connaissez pas en fait, mais qui est je pense que c'est une scénographe en fait. Hein. Elle était conceptrice de l'Historial Jeanne d'Arc de Rouen. L'Historial Jeanne d'Arc, c'est un très bon truc. Hein. L'Historial Jeanne d'Arc, c'est un véritable musée historique très bien fichu sur Jeanne d'Arc, et donc qui a ouvert ses portes en février 2015. Et plutôt qu'un musée classique, en fait, cette structure elle est construite dans un bâtiment historique, mais dans lequel en fait Clémence Farrell a dit, avec les codes audiovisuels actuels, on espère replonger le public dans cette époque, dans le Moyen Âge, et lui permettre de se réapproprier le lieu. Visuellement, alors on se dit c'est cool en fait, hein, on va avoir une espèce de scénographie médiévale et tout, voilà. Très bien sourcé avec le Moyen-Âge et tout. Hein. Mais voilà ce qu'elle dit. Elle fait. Visuellement, ce sera entre Dreyer et Harry Potter, entre Dogville et Game of Thrones. Alors, c'est intéressant pour le coup. C'est-à-dire que vous allez avoir en fait un musée historique qui, encore une fois, qui est très bien. L'histoire de Jeanne d'Arc, je vous le conseille en fait, mais dans lequel la scéno, elle s'inspire aussi de cinéma de fantasy, parce que maintenant, le cinéma de fantasy est devenu tellement important. En fait, il y a largement plus de films de fantasy que de films historiques. Notamment de films historiques sur le Moyen-Âge, qu'en fin de compte, dans nos représentations du Moyen-Âge, la fantaisie a pris le pas sur les films historiques, sur les films médiévalistes. Ce qui fait que maintenant, pour beaucoup de gens, là, et encore plus dans le jeu vidéo, là, c'est même pas la peine. Donc c'est-à-dire que je pense que, c'est pas une critique, hein, c'est juste une réalité, c'est un fait social, c'est que pour beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous, l'imagerie du Moyen-Âge, déjà qu'on a tous une imagerie fantasmée du Moyen-Âge, mais l'imagerie du Moyen-Âge, c'est avant tout une imagerie de fantaisie. Et de fantaisie graphique, audiovisuelle, de fantaisie dans les films, mais aussi donc de fantaisie en fait dans les séries télé, et puis après aussi dans les jeux vidéo. Ça, on pourra en parler parce que d'ailleurs il y avait alors j'ai oublié le nom des deux intervenants, mais il y avait une très bonne conférence sur Warcraft notamment, hein, dans notre série de conférences. Et une des intervenantes a bien montré que par exemple le dragon dans Game of Thrones qui se change en Code Miko là, donc je sais plus comment il s'appelle, Raegal, je sais plus, bon bref, le dragon qui est changé donc en espèce de dragon des glaces. En l'occurrence, il y a déjà un truc comme ça dans World of Warcraft en fait. Hein. Donc vous voyez aussi, il y a une influence en fait, très nette enfin, des jeux vidéo, y compris sur le cinéma de fantasy. Vous l'avez vu d'ailleurs avec l'extrait de Bahubali. Voilà. Alors, je vais prendre des questions maintenant. Juste avant de prendre les questions, je vais quand même remercier, parce que j'ai pas mal de monde à remercier, parce que j'ai été quand même aidé par pas mal de gens. Déjà, à la technique, Laurent, Damien et Zaki. Bonjour, merci à vous, parce que c'était quand même, vous avez fait un super boulot. Et aussi, je remercie Anne Besson, je ne sais pas qui elle est là, Anne. Bonjour Anne, je ne t'ai pas vue. Merci Anne de m'avoir proposé, à la fois de m'avoir proposé de faire l'article dans le Dictionnaire de la Fantasy, puis d'avoir pensé à moi pour faire cette conférence. Voilà, c'est loufoque, hein, parce que concrètement, ça n'a pas été. Voilà, c'est un sujet qui malheureusement n'est pas traité, mais ça va changer, en fait, hein, on peut traiter. Et puis, je vais remercier, oui, je me mets sur la bonne page pour remercier tout le monde, parce que j'ai fait une liste, mais ouais, c'est marqué là. Voilà. Donc Sophie Guidon, Yanis Koikas, Pascalis Sartel, hein, donc Alain Carou, qui est juste là, Annabelle aussi, Pelletier, hein, qui m'ont aidé aussi pour le choix des extraits, Guillaume Ditonière qui a fait la sélection des extraits, et Frédéric Ramirez qui était aussi là. Voilà, merci donc à toutes les équipes de la BNF, et si vous n'êtes pas encore allé en salle A pour profiter de l'immense et très belle sélection d'œuvres de fantasy, notamment d'œuvres iconographiques avec plein de jeux vidéo et plein aussi de films, hein, qui sont diffusés. Vous avez combien? 2 films par jour qui sont diffusés, ou un film, 2 films par jour? Un seul.
Deux, voilà. Donc n'hésitez pas, il y a une très belle sélection. Et en plus, j'ai réussi à les convaincre d'acheter Bahubali. Donc vous pourrez bientôt voir Bahubali à la BNF comme il se doit. Merci à vous et rendez-vous. Merci. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.